Vous avez déjà vu des gens trop généreux pour être normaux? Genre quelqu'un qui débarque dans un supermarché et dit: Prenez tout ce que vous voulez, je paye. Et tout le monde crie, rigole, filme, fait des TikTok. Eh bien, asseyez-vous. Parce que cette histoire, ce n'était pas de la générosité. C'était de la récolte d'énergie. Dans cette ville africaine, tout le monde connaissait la Dame Dorée. Toujours bien habillée, parfum qui coûte un mois de salaire, sourire d'ange. Elle arrivait, claquait les doigts, et payait les courses de 10, 20, 30 personnes comme si c'était un jeu. Les gens disaient: Ah maman, Dieu va te bénir. Mais si seulement ils savaient. Parce que pendant que les gens sautaient de joie, pendant qu'ils riaient, pendant qu'ils vibraient d'émotion, elle prenait quelque chose d'invisible. Elle aspirait leur lumière comme on tire un fil. Et elle n'était pas seule. La loge entière fonctionnait comme ça. Il y avait le séducteur, un beau garçon toujours propre, voiture dernier cri, parfum qui annonce son arrivée avant lui. Il repérait une femme, la gâtait, lui offrait tout. Puis au moment où elle baissait la garde, où elle croyait avoir trouvé le bon, il passait une nuit avec elle. Et repartait avec toute sa chance. Le lendemain, la femme se réveillait cassée, brisée, ruine en vue. Lui, il disparaissait comme un fantôme en chemise blanche. Et il y avait aussi les femmes noires de la loge, des reines de la manipulation. Elles faisaient pareil aux hommes, argent, confiance, intimité, extraction. La loge vivait de ça. D'énergie volée. De destins arrachés. De vies retournées en silence. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que même à l'intérieur de la loge, c'était le chaos. Parce qu'au cœur du groupe, il y avait un couple. Une femme dangereuse, respectée, crainte. Et son mari, un homme loyal, discipliné, prêt à mourir pour la loge. Tout allait bien pour eux. Jusqu'au jour où le patron ou le grand maître de la loge a fait l'erreur interdite. Il a commencé à coucher avec la femme du membre. En secret. En cachette. Dans l'ombre. Et ça, c'était le début de la fin. Parce que dans une loge où chacun vole la destinée des autres, la pire catastrophe n'est pas le rituel. La pire catastrophe, c'est la trahison d'un frère. Vous êtes prêts? Laissez-moi vous raconter comment cette loge, réputée indestructible, a explosé comme un verre trop plein. Avant de devenir des monstres d'énergie, les membres de cette loge étaient rien. Des ombres. Des oubliés de la société. Des gens que personne ne regardait plus de 3 secondes. La Dame Dorée? Les gens la voient aujourd'hui, toujours bien habillée, bijoux qui brillent, voiture qui sent le neuf. Mais avant ça, elle vendait des feuilles de manioc au marché, sous le soleil qui te frappe comme si tu lui devais de l'argent. Son mari était parti. Elle élevait 2 enfants seuls. Parfois sans manger. Parfois sans espoir. Le séducteur? Il n'a pas toujours été ce beau garçon en chemise blanche. Il venait d'un quartier où la poussière a plus de droits que les habitants. Son père buvait trop, sa mère travaillait trop, lui il traînait trop. À 17 ans, il se disait déjà: si je continue comme ça, je vais finir comme les autres, cassé, inutile, invisible. Les femmes noires? Elles aussi avaient été des victimes avant d'être des prédatrices. Elles ont connu la faim. Les promesses cassées. Les cœurs brisés. Les dettes. Les trahisons. Tout ce que la misère offre gratuitement. Même le couple au centre du futur scandale. Eux aussi avaient commencé tout en bas. 2 amoureux unis par la galère. Ils partageaient le même lit, le même savon, la même assiette parfois. Ils rêvaient d'une vie où l'électricité ne se couperait pas tous les soirs. Une vie où ils n'auraient plus honte de dire: désolé, je n'ai pas de quoi payer aujourd'hui. Et au-dessus de tout, il y avait le grand maître. Lui aussi venait du néant. Personne ne connaît son vrai nom. On sait juste qu'il a grandi dans une famille pauvre, dans une maison où un repas normal était considéré comme un miracle. Il a juré très jeune de ne plus jamais souffrir. Mais au lieu de se battre comme tout le monde, il a choisi une voie plus sombre. C'est la pauvreté qui les a tous réunis. La misère. La frustration.
L'envie de sortir du fond, peu importe le prix. Parce que la vérité, c'est que la pauvreté te transforme. Elle peut te rendre humble. Ou elle peut te rendre dangereux. Et eux, elle les a rendus dangereux. Quand le grand maître a commencé à recruter, ils ont tous accepté sans hésiter. Il leur a dit: je vais vous donner une vie que les gens normaux ne peuvent même pas imaginer. Mais en échange, vous allez m'aider à prendre ce que les autres ont en trop. Personne n'a posé de questions. Personne n'a demandé ce que ça voulait dire prendre. Ils voulaient juste sortir de la misère. Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient devenir les plus grands prédateurs énergétiques de la ville. Quand le grand maître a commencé à construire la loge, il savait une chose. Pour voler l'énergie des gens, il fallait d'abord comprendre leurs faiblesses. L'argent, l'amour, le plaisir, la naïveté, la solitude, la fierté et surtout, l'ego. Alors il a créé plusieurs branches dans la loge, chacune spécialisée dans un type d'extraction énergétique. La dame dorée s'occupait des foules. Le séducteur s'occupait des femmes. Les femmes noires s'occupaient des hommes. Mais plus la loge grandissait, plus ils ont découvert une vérité terrible. Certains hommes se livrent tout seuls. Et certains jeunes aussi. Il y avait une catégorie d'hommes qui se prenaient pour les rois du monde. Tu vois le genre, ceux qui aiment dire: ah, cette fille-là? Je l'ai eue en une seule soirée. Trop facile. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient être forts. Ils pensaient être les prédateurs. Alors qu'en réalité, ils étaient les proies parfaites. Parce que ces femmes-là, celles de la loge, n'étaient pas faciles. Elles étaient stratégiques. Elles s'approchaient d'un homme, sourire doux, regard attirant, parfum qui fait tourner la tête. Elles lui parlent gentiment, rit à ses blagues pas drôles, touche son bras, puis le mec tombe. Comme un fruit trop mûr. Et quand ils se retrouvaient ensemble sans détail, juste l'atmosphère. Ce n'était pas de l'amour. Encore moins un simple plaisir. C'était une capture. Ces femmes savaient exactement comment absorber l'énergie d'un homme. Elles prenaient sa confiance, sa force mentale, son ambition, son étoile, comme si elles buvaient de l'eau. Et le pire? Elles avaient une règle silencieuse. Pas de protection. Elles prétendaient qu'elles n'aimaient pas ça, juste pour que l'homme se sente spécial, unique, choisi. Mais derrière, c'était calculé au millimètre. La connexion directe leur donnait encore plus d'accès à son énergie. Et les hommes? Aveuglés par leur ego, ils ne voyaient rien. Elle est trop facile. Je l'ai eue vite. Elle m'a donné tout de suite. Oui. Elle lui a donné? Parce qu'elle voulait prendre encore plus. Et ce n'étaient pas seulement les hommes adultes. Ils avaient aussi remarqué que chez les jeunes, l'énergie était encore plus puissante. Plus brute. Moins protégée. Alors certaines femmes de la loge ciblaient même des garçons plus jeunes, avec des techniques douces, manipulatrices. Elles leur faisaient croire qu'ils étaient matures, spéciaux, différents. Puis elles prenaient ce qu'elles voulaient. Chaque relation, chaque moment d'intimité, chaque geste était en réalité un transfert énergétique massif. Et c'est comme ça que la loge est devenue puissante. Très puissante. Trop puissante. Ils vivaient de la lumière des autres. Sans jamais être repus. Quand la loge a commencé à prendre l'énergie de partout, la montée a été violente. Pas progressive. Pas gentille. Non. Un vrai ascenseur lancé à pleine vitesse. En quelques mois, ceux qui hier vendaient des sachets d'eau au carrefour roulaient maintenant en grosses voitures allemandes. Les femmes de la loge, qui autrefois empruntaient des perruques pour aller à un mariage, avaient maintenant des mèches importées qui coûtent un salaire annuel. Le séducteur, lui, changeait de voiture presque chaque semaine. Les voisins n'en pouvaient plus de voir ses vitres teintées entrer et sortir à toute heure. Et la dame dorée? Elle avait atteint un niveau de folie que même ses amis ne comprenaient plus. Un jour, elle arrive dans un supermarché bondé. Les gens faisaient la queue, fatigués, le panier plein. Elle claque des doigts. Aujourd'hui, c'est moi qui paye tout. Remplissez vos chariots.
Les gens se sont retournés d'un coup. Certains criaient de joie, d'autres dansaient, d'autres priaient même. L'émotion dans le magasin était tellement forte qu'on pouvait la sentir physiquement. Et elle souriait. Pas un sourire normal. Un sourire de récolte. Pendant que les gens se pressaient, riaient, filmaient, partageaient la bonne nouvelle sur WhatsApp, elle murmurait dans sa tête. Oui, continuez, donnez-moi tout. Plus la foule vibrait, plus elle se sentait puissante. De l'autre côté de la ville, les femmes noires faisaient pleuvoir l'argent sur des hommes naïfs. Elles leur offraient des téléphones, payaient leurs boissons, s'habillaient comme des déesses. Et les gars se disaient. Wesh, cette femme-là est trop douce. Je suis béni. Ils ne savaient pas que c'était eux, la nourriture. Et le séducteur? Lui était devenu une légende urbaine. Il apparaissait dans les bars comme une apparition, chemise blanche repassée, montre qui brille, odeur qui hypnotise. Il attirait les femmes comme un aimant. Certains hommes étaient jaloux. Ils se disaient. Ce gars-là doit être né chanceux. Ils ne savaient pas que sa chance venait des femmes qu'il vidait chaque semaine. La ville entière parlait de ces bienfaiteurs mystérieux. Ce monsieur partage trop. Cette femme est trop généreuse. Ils aident tout le monde. Personne ne comprenait. Personne ne se doutait. Même leur famille était perdue. Un jour, la sœur de la dame dorée l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit. Pourquoi tu donnes aux inconnus, mais tu m'aides jamais, moi? Depuis quand la charité commence dehors? La dame dorée a juste souri. Froid. Sombre. Parce que la vérité, c'est qu'aider sa propre famille ne rapportait rien. Aucune énergie. Aucune vibration. La loge ne donnait jamais gratuitement. Jamais. Et plus il brillait, plus les gens commençaient à parler. Atmosphère étrange. Sourire forcé. Rumeur qui monte. La lumière était trop forte. Trop visible. Et comme on dit chez nous, quand le soleil brille trop, c'est qu'il va bientôt se coucher. À force de trop briller, la loge a fini par attirer des regards qu'elle ne voulait pas. Et dans cette ville, les gens observent tout. Même ce qu'on ne leur montre pas. D'abord, il y avait les commérages simples. La dame dorée, elle travaille où? Elle paye trop. Son argent vient d'où? Elle aide tout le monde sauf sa propre famille, c'est bizarre. Ensuite, les choses ont commencé à devenir plus sérieuses. Une vendeuse du supermarché raconte à sa collègue. Tu as remarqué que depuis que cette dame est venue payer pour tout le monde, 3 personnes ont perdu leur boulot? Une autre répond. Moi-même j'ai remarqué. Les gens qui ont pris les produits ce jour-là, il leur arrive que des galères. Ça commence doucement. Comme une petite pluie. Puis un jour, dans un bar, un garçon raconte à ses amis. Les gars, je vous jure, j'ai rencontré une femme trop facile, trop gentille. Elle m'a donné l'argent, elle m'a équipé, et le lendemain? Ma chance a disparu. Les amis rigolent d'abord. Puis l'un d'eux dit. Les frères, tu sais même pas qui tu as rencontré. Il y a des femmes, quand tu finis, c'est tes avis qui commencent à finir. Le bar devient silencieux. Les regards changent. Et les rumeurs se propagent. Pendant ce temps, un jeune homme, victime d'une des femmes noires, commence à parler. Depuis que j'ai couché avec elle, ma vie est en mode descente. J'ai perdu mon job, mon téléphone s'est cassé, ma moto est tombée en panne, et même mon patron m'a insulté pour rien. Son ami le regarde. Tu crois que c'est le hasard? La peur commence à s'installer. Les jeunes du quartier chuchotent entre eux. Il y a des femmes, faut pas jouer avec. Elles voient ta lumière et elles la prennent. Mais ce n'était pas seulement les jeunes. Même les adultes commençaient à remarquer. Les familles murmuraient dans les salons. Pourquoi ce monsieur distribue l'argent comme ça? Il n'aide pas ses frères, il n'aide pas ses parents, mais il aide les inconnus? Ça cache quelque chose. La ville vibrait d'un malaise étrange. Une atmosphère lourde. Comme si tout le monde savait. Sans savoir vraiment. Le plus choquant, c'est ce qui s'est passé un dimanche. À la sortie de l'église, un homme dit à voix haute.
Moi je vous dis, leur argent n'est pas normal. Ceux qui prennent, leur chance s'en va. Ce sont des preneurs de destin. Silence total. Les gens se regardent. Quelqu'un murmure. Une loge. Le mot est lâché. Et la foule n'oubliera plus. Dans les rues, dans les salons, dans les taxis, dans les marchés. La question devient virale. Mais il donne trop. Pourquoi? Et toute chose qui attire trop l'attention finit forcément par attirer la catastrophe. Quand les gens commençaient seulement à soupçonner un truc bizarre, la loge, elle, fonctionnait déjà comme une machine bien huilée. Leur secret n'avait rien à voir avec la magie des films, ni les rituels sanglants que les gens imaginent toujours. Non. Leur pouvoir était beaucoup plus simple et beaucoup plus dangereux. Ils travaillaient avec l'énergie humaine. La vraie. Celle qui vient des émotions fortes. La joie. La gratitude. Le plaisir. La confiance. L'excitation. La naïveté. L'amour mal placé. Toutes ces émotions créent une ouverture. Une petite porte invisible. Et c'est par cette porte que la loge entrait. La Dame Dorée avait compris quelque chose. Quand tu fais un geste énorme pour des pauvres, l'émotion qu'il libère est gigantesque. C'est presque comme un feu d'artifice énergétique. Quand la foule criait « Merci maman !»« Dieu te bénisse !» Leur énergie montait. Et elle absorbait. Le séducteur? Lui savait que l'ego, c'est l'énergie la plus facile à voler. Une femme qui se sent unique, spéciale, aimée. Sa lumière intérieure s'ouvre comme une fleur. Et lui, il prenait tout. Sans bruit. Sans magie visible. Sans effort. Les femmes noires avaient leur technique. Faire croire à un homme qu'il est un roi. Lui faire croire qu'il a séduit une femme trop belle pour lui. Qu'il a gagné. Qu'il est puissant. Au moment de l'intimité, sans rien de graphique. L'homme s'ouvre émotionnellement. Il pense qu'il reçoit. Alors que c'est lui qui donne. L'énergie part. Simple. Sec. Rapide. Et le grand maître? Lui, il ne prenait rien directement. Il ne manipulait personne en public. Il ne séduisait personne. Il faisait pire. Il récoltait tout ce que les autres capturaient. Comme un chef d'orchestre qui laisse les musiciens jouer. Et ramasse l'applaudissement à la fin. Chaque membre devait lui remettre une part d'énergie. Ils avaient des objets, des cadenas, des bracelets, des anneaux, des boîtes. Pas magiques, mais chargés symboliquement. Les émotions capturées se stockaient là-dedans comme dans une batterie. Le grand maître, lui, disait toujours. L'énergie se partage, mais le pouvoir se garde. Et personne ne discutait. Parce que depuis qu'ils lui donnaient leurs énergies volées, ils étaient devenus riches, beaux, confiants, puissants. Ils pensaient que rien ne pouvait les toucher. Ils pensaient qu'ils étaient invincibles. Ils ne savaient pas encore qu'une loge peut résister à tout. Sauf à sa propre vérité. Parce que ce qui détruit le plus grand système, ce n'est jamais l'ennemi extérieur. C'est le secret qu'on cache trop longtemps. Et chez eux, ce secret n'allait pas rester caché très longtemps. La loge n'était pas un groupe désorganisé. Non. C'était une entreprise de vol énergétique parfaitement structurée. Et chaque membre avait un rôle bien défini. La Dame Dorée, la collectrice de foule. Son pouvoir reposait sur la générosité massive. Elle achetait pour des groupes entiers, payait des courses, effaçait des dettes, distribuait de l'argent comme si elle avait une banque privée dans son sac. Les gens pleuraient de joie. Ils la bénissaient comme une sainte vivante. Mais à chaque explosion d'émotions collectives, elle capturait des litres d'énergie humaine. Le grand maître disait toujours. Les foules sont les plus faciles à vider. Elles ne se protègent pas individuellement. Elle souriait. Parce qu'elle savait que pendant que les gens fêtaient leur chance, elle était en train de voler la leur. Le séducteur, le prélèvement émotionnel. Lui, c'était un instrument fin. Un violoniste de l'âme. Il savait parler. C'est rire. C'est toucher.
C'est regarder. Quand il repérait une femme fragile, blessée, fraîchement sortie d'une rupture, ou en manque d'affection, il devenait exactement l'homme qu'elle rêvait. Calme. Attentionné. Présent. Il la laissait parler. Se confier. Ouvrir son cœur. Et quand elle ouvrait son cœur, elle ouvrait aussi son énergie. Ensuite venait l'acte jamais explicite, juste évoqué. Une connexion forte, émotionnelle, sans protection, pour augmenter l'extraction. Le lendemain, la femme se réveillait vide. Vide d'élan. Vide de force. Vide de chance. Lui, il disait juste « Je dois y aller » et disparaissait. Les femmes noires, les siphonneuses silencieuses. Elles visaient un autre public. Les hommes qui se croient trop beaux, trop forts, trop irrésistibles. Elles savaient comment flatter l'ego masculin mieux que n'importe qui. Elles faisaient croire au gars qu'il avait gagné. Wesh, je l'ai eu facilement. Oh. La meuf était trop chaude, je suis un champion. C'était du gâteau. Le gars croyait avoir pris quelque chose. Alors que c'est lui qui perdait tout. Elle prenait son énergie brute, sa force, sa chance. Et le laissait derrière sans même un message. Certains hommes se réveillaient avec des pannes de moto, des pertes d'argent, des ruptures soudaines, des annulations de contrats. Ils ne comprenaient rien. Mais la loge, elle, comprenait très bien. Le couple, les collecteurs élites. Eux, c'était autre chose. Une combinaison rare. La femme séduisait. Le mari récupérait. Ils travaillaient en duo comme deux serpentissés. Et le grand maître les adorait. Parce qu'ils étaient efficaces. Mais le grand maître aimait trop cette efficacité. Un peu trop. Le grand maître, le sacré réservoir. Tous les membres volaient pour lui. Son rôle était simple. Centraliser l'énergie. Chaque semaine, ils venaient déposer leur capture, comme des employés qui rendent leur dossier. Et lui absorbaient tout. Il était l'arbre. Eux, les racines. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que l'arbre allait écraser ses propres racines. La loge avait compris quelque chose que les gens normaux n'ont jamais compris. L'argent n'est pas seulement un billet. C'est un aimant émotionnel. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu n'obtiens pas seulement sa gratitude. Tu obtiens son ouverture énergétique. La petite brèche. La fissure. Le moment où sa lumière sort. Alors la loge utilisait l'argent comme une arme. La dame dorée, elle, était devenue la reine de cette stratégie. Elle avait un rituel. Elle se réveillait tôt, se parfumait, s'habillait comme si elle allait à un gala, puis elle allait dans un grand supermarché. Toujours le même. Toujours à l'heure où il y a beaucoup de monde. Puis d'un coup, elle levait la main. Aujourd'hui, c'est gratuit. Je paye pour tout le monde. Remplissez vos paniers. Silence. Puis explosion. Les gens couraient. Ils tremblaient. Ils criaient son nom. Ils la bénissaient jusqu'à perdre la voix. Certains pleuraient même devant elle. Et pendant que tout le monde pensait qu'elle faisait une bonne action, elle captait une marée d'énergie si forte qu'on aurait dit que l'air vibrait autour d'elle. Il y avait même des vidéos sur les réseaux sociaux. La dame dorée est passée encore aujourd'hui. Cette femme n'est pas normale. Oh. Vraiment Dieu l'utilise. Oui. Dieu. Si seulement il savait. De son côté, le séducteur utilisait une méthode plus personnalisée. Il s'asseyait dans un bar chic, commandait une boisson coûteuse, puis attendait. Quand il repérait une femme fragile, il lançait le piège. Tu veux un verre? Choisis ce que tu veux, je prends tout. La femme se sent spéciale. Sourit. S'ouvre. Et là, tout commence. Il dépensait des sommes énormes en une soirée. Des bouteilles, des plats, des cadeaux. Et les femmes pensaient. Waouh, c'est un homme généreux. Mais l'argent n'était qu'un crochet. Une poignée pour ouvrir la porte. Les femmes noires faisaient la même chose. Elles payaient pour les hommes, ce qui les rendait encore plus vulnérables. Un homme qui reçoit de l'argent d'une femme sans son ego monté.
Et quand l'ego monte, l'énergie chute. Elles offraient des téléphones, payaient des loyers, donnaient du cash, et les gars se disaient « C'est ma chance ». Mais après l'acte, toujours suggéré. Le gars se réveillait comme vidé. Comme si la vie l'avait giflé pendant qu'il dormait. Ensuite venait le couple. Eux travaillaient différemment. Ils utilisaient la confiance. Ils invitaient des gens chez eux, organisaient des dîners, offraient des boissons, créaient une ambiance chaleureuse. Puis la femme isolait un homme. Le mari récupérait ensuite son énergie à travers un rituel discret, jamais visible, toujours silencieux. Et tout se faisait avec l'argent, toujours l'argent. Parfum, dîner, cadeaux, faux investissements. C'était une stratégie parfaite. Une machine à voler la lumière. Et tout le monde applaudissait. Mais plus il donnait, plus les soupçons devenaient lourds. Et bientôt, leurs dons allaient déclencher la catastrophe. Si les dons de la loge servaient à attirer les foules, leurs relations servaient à voler les individus. Et c'est là que tout devenait vraiment dangereux. Le séducteur était le premier soldat de cette branche. Sa technique était simple mais mortelle. Il ne forçait jamais. Jamais. Il observait, analysait, et il choisissait les bonnes victimes. Les femmes qui sortent d'une rupture, celles qui n'ont plus confiance en elles, celles qui cherchent juste à sentir un peu d'amour quelque part. Il entrait dans leur cœur avant de toucher leur corps. Et quand la femme se laissait aller, toujours suggérée, l'énergie coulait comme un robinet ouvert. Pas besoin de violence. Pas besoin de magie visible. Juste une connexion émotionnelle profonde. Et il avait aussi une règle très stricte, imposée par la loge. Pas de protection. Il disait toujours « Je veux te sentir vraiment. Je veux qu'on soit connecté pour de vrai. » La femme croyait que c'était romantique. Elle croyait qu'elle vivait un moment unique. Alors qu'en vrai, elle ouvrait la porte. La grande porte. Le lendemain, elle se réveillait fatiguée. Son corps lourd. Son esprit confus. Elle se disait « C'est normal, la nuit était intense. » Mais non. Elle venait de perdre une partie d'elle. Et lui? Il repartait en pleine forme, sourire, énergie, confiance, réussite. Chez les hommes, c'était pire. Les femmes noires étaient redoutables. Elles jouaient les rêveuses, les romantiques, les femmes simples. Elles faisaient croire au gars qu'il était spécial, beau, irrésistible. Le type se disait même « Cette meuf-là est trop facile. Je l'ai eue en une soirée. Je suis trop fort. » Fort comment? C'est elle qui l'avait choisi. Elle qui avait approché. Elle qui avait guidé la discussion. Elle qui avait poussé vers la confiance. Et quand il tombait dans le panneau, c'était fini. Les mêmes règles. La même méthode. La même extraction. Le lendemain, les gars se réveillaient cassés, malchanceux, fauchés, confus. Souvent, tout commençait à tomber. Leur travail, leurs projets, leur vitalité, leur réussite. Ils se disaient « Depuis ce jour-là, il n'y a plus rien qui marche. » Et ils avaient raison. Le pire, c'était le jeune public. Là où l'énergie est la plus forte, la plus pure, la plus brute. Certaines femmes de la loge savaient attirer les jeunes hommes, les petits gars qui veulent prouver qu'ils sont matures. Un sourire, un compliment, un verre. Et le jeune tombe. Comme du pain chaud. La loge adorait leur énergie. Parce qu'elle était plus sucrée, plus puissante, moins protégée. Et pendant que les hommes et les femmes se faisaient vider en silence, la loge, elle, devenait chaque jour plus forte. Plus riche. Plus dangereuse. Mais cette puissance allait appeler une autre force. La jalousie. La trahison. Et surtout, le début de la fin. La ville ne comprenait pas encore ce qui se passait. Mais on voyait clairement que quelque chose clochait. Les gens qui avaient reçu la générosité de la loge commençaient mystérieusement à perdre leur bénédiction. D'abord, une femme qui avait été gâtée par le séducteur. Elle était entrepreneur, pleine d'énergie,
de projet, de confiance. Mais après cette fameuse nuit suggérée, tout commence à s'écrouler. Elle perd son contrat principal. Son compte bancaire se bloque. Sa voiture tombe en panne. Elle se réveille chaque matin avec une fatigue inexplicable, comme si quelqu'un avait dormi dans son corps à sa place. Un jour, elle dit à sa sœur. Je sens que quelque chose m'a été enlevé. Je sais pas comment expliquer. Sa sœur la regarde comme si elle parlait chinois. Mais la femme, elle, sait. Au fond, elle sait que depuis cette nuit-là. Sa lumière baisse. Ensuite, un jeune homme du quartier raconte à ses amis. Les gars, je vous jure que depuis que j'ai touché cette femme-là, ma vie n'avance plus. J'ai perdu mon boulot, j'ai failli me faire virer de chez moi, même ma chance naturelle a disparu. Ses amis ricanent d'abord. Puis ils voient son visage. Il n'a plus l'énergie d'avant. On dirait quelqu'un qui a laissé sa vie dans une autre pièce. Même au supermarché, une vieille vendeuse dit à une cliente. Tu te rappelles le jour où la dame dorée avait payé pour tout le monde? Tu sais que 3 personnes sont tombées malades le lendemain? Et 2 ont perdu leur travail la même semaine? La cliente fronce les sourcils. Peut-être coïncidence? La vendeuse secoue la tête. Coïncidence qui frappe toujours ceux qui ont reçu, hein. Puis il y a le cas du jeune étudiant. Un garçon brillant, plein d'espoir. Une femme de la loge l'avait charmé, doucement, comme on caresse un animal fragile. Il pensait avoir réussi. Il se sentait puissant, fier, en mode. J'ai géré une femme plus âgée, respectez-moi. Le lendemain, son téléphone se casse. Il rate un examen important. Une opportunité qu'il attendait depuis 2 ans lui passe sous le nez. Il se met à dormir 14 heures par jour. Comme si son âme essayait de se recomposer. Le pire dans tout ça, c'est que personne ne reliait les points. Chacun vivait sa catastrophe en silence, croyant être victime du hasard, de la malchance, d'un mauvais sort de grand-mère. Pendant ce temps, les membres de la loge brillaient encore plus. Plus riches. Plus frais. Plus beaux. Plus puissants. Les victimes perdaient leur vie. Et eux gagnaient. Mais la ville commençait à murmurer. Les regards devenaient lourds. Les gens commençaient à se dire. Attends, est-ce que ce n'est pas depuis ce moment-là que mes problèmes ont commencé? Le doute entrait doucement dans les esprits. Et ce doute allait provoquer la première explosion. Le luxe de la loge était tellement visible que même leur propre famille ne pouvait plus fermer les yeux. On dit souvent chez nous. Quand la richesse d'une personne dépasse sa solidarité, un drame approche. Et cette phrase allait frapper la loge comme un coup de tonnerre. Tout a commencé avec la dame dorée. Sa sœur, qui vivait encore dans la petite maison familiale, l'a appelée un soir. Grande sœur, mes enfants n'ont même pas de cahier, et tu paies les courses de 50 personnes que tu ne connais même pas. La dame dorée a soufflé. Tu ne peux pas comprendre, c'est compliqué. Sa sœur explose. Et quoi? Compliqué d'acheter un cahier de 500 francs? Mais tu as payé pour des inconnus 600 000 hier. Ils ont même filmé. Moi-même j'ai vu la vidéo. Tu préfères assister les gens dehors que ta propre famille? La dame dorée n'a rien répondu. Parce qu'elle le savait. Elle ne peut pas donner à sa famille. Ça ne lui rapporte rien en énergie. Mais ce jour-là, la famille a commencé à prendre ses distances. On la regardait comme si elle avait vendu quelque chose. Du côté du séducteur, sa première victime n'a pas gardé le silence. Elle a parlé à son oncle, un homme âgé qui observe tout. L'oncle l'a appelé. Mon fils, j'ai une question. Pourquoi tu as gâté toutes les femmes du quartier, mais ta propre mère vend toujours du cola au marché? Le séducteur a senti son cœur se serrer. Ce sujet-là, il détestait. Il a répondu. Papa, je fais ce que je peux. L'oncle a frappé du poing sur la table. Mens encore. Tu donnes 300 000 à des femmes que tu connais à peine, mais tu peux pas donner 10 000 à ta sœur pour son école? Tu veux nous tromper? Le séducteur n'a pas pu répondre. Parce qu'il savait que la règle de la loge était claire.
Ne jamais partager l'argent énergétique avec la famille, ça annule l'effet. Et cette règle était en train de lui détruire sa propre maison. Chez les femmes noires, c'était pareil. Leur mère les a confrontées. Vous achetez des perruques à 400 000, mais moi je suis ici à vendre du piment. Vous avez honte de votre propre sang? Une des femmes a paniqué. Maman, on va t'aider bientôt. La mère a répondu, durement. Depuis quand la charité commence dehors? Les voisins ont entendu. Les ragots ont commencé. Puis vient le couple, celui qui était censé être le plus soudé. La famille du mari a remarqué que la femme était trop riche, trop brillante, trop différente. Un cousin lui a dit. Toi-même tu vois. Ta femme aide tout le quartier, mais ta propre mère n'a même pas un congélateur? Le mari a menti. On va arranger ça. Mais en vrai, il n'avait pas le droit. Et dans toute la ville, la même phrase commençait à tourner. Ils aident tout le monde, sauf leur propre famille. Ce n'est pas normal. Ce n'était plus des rumeurs. C'était une accusation. Et cette accusation allait être l'étincelle qui met le feu à toute la loge. Le séducteur pensait qu'il contrôlait tout. Qu'il choisissait ses proies. Qu'il disparaissait quand il voulait. Qu'aucune femme ne pouvait le rattraper spirituellement. Mais un soir, une femme qu'il avait vidée sans remords est revenue frapper à sa porte. Elle tremblait. Pas de rage. Pas de chantage. De peur. Quand il ouvre, elle le regarde avec des yeux rouges, gonflés par les larmes. On doit parler. C'est important. Il souffle, prêt à la renvoyer comme les autres. Mais quand elle sort un papier de son sac, son cœur rate un battement. Je suis enceinte. Il reste debout, figé. Comme si quelqu'un venait d'éteindre la lumière autour de lui. Cette femme n'était pas censée revenir. Encore moins avec ça. Elle continue, la voix cassée. Je suis tombée malade après toi. J'ai failli m'évanouir plusieurs fois. Le médecin dit que mon énergie vitale est trop basse, comme si quelque chose m'avait été enlevé. Ces mots glissent comme des lames dans l'air. Il reste silencieux. Parce qu'il sait exactement ce qui s'est passé. C'est elle lui qui l'a vidé. Et la loge le paiera cher s'il laisse une conséquence traîner derrière lui. Il tente de reprendre son calme. Tu veux quoi? L'argent? Je vais t'envoyer quelque chose. Elle secoue la tête. Je veux comprendre. Pourquoi, après cette nuit, tout est parti? Mes forces, mon travail, ma chance. Et maintenant, ce bébé? Le séducteur détourne le regard. Il sent la panique monter. La loge interdit formellement de laisser une femme enceinte derrière soi. Parce qu'une grossesse capte l'énergie du père. Et si le père appartient aux ténèbres? Le bébé devient un aimant à instabilité. La femme pose une main sur son ventre. Elle respire difficilement. Le docteur a dit que le bébé absorbe une énergie qu'il ne comprend pas. Que ça crée, un déséquilibre. Le séducteur serre les dents. Chaque mot confirme une vérité dangereuse. Ce bébé était une preuve vivante. Une preuve que la loge existe. Un accident qui peut détruire toute leur couverture. Il la regarde enfin, sérieusement. Tu n'aurais jamais dû revenir. Elle recule d'un pas, choquée. Pardon? Tu es sérieux? C'était Owen enfant. Il se tourne. Il n'a pas envie d'entendre la suite. Parce qu'il sait qu'il doit prévenir le grand maître. Et que le grand maître ne laissera jamais un enfant naître avec ce genre d'énergie. La femme s'effondre au sol, en larmes. Elle répète. Je veux juste comprendre. Pourquoi ma vie est partie après toi? Pourquoi moi? Pourquoi? Le séducteur ferme la porte. Sans un mot. Sans un regard. Il tremble. Parce qu'il sait que cette grossesse n'est pas seulement un accident. C'est un danger pour la loge. Le début d'une fissure. Une faille que personne ne pourra refermer. Après avoir fermé la porte au nez de la femme, le séducteur est resté quelques secondes immobile. Le cœur qui battait trop vite, la gorge serrée, les mains tremblantes.
Ils savaient ce que ça voulait dire. Dans leur monde, une grossesse n'était pas seulement une conséquence. C'était une connexion permanente entre le père et la mère. Et comme lui, il ne vivait pas de lumière, mais d'énergie volée. Le bébé, dans le ventre, absorbait tout. Sans filtre. Sans protection. Sans comprendre. Un enfant comme ça. C'était comme une grenade non dégoupillée. Il n'a pas réfléchi. Il a pris son téléphone et a appelé le grand maître. Chef, il y a un problème. Un gros problème. Le grand maître répond calmement, avec cette voix froide qui n'annonce jamais rien de bon. Parle. Une femme, que j'ai déjà travaillée, elle est enceinte. L'énergie est instable. Le médecin a remarqué quelque chose. Un silence lourd tombe. On dirait que la pièce entière s'arrête de respirer. Puis la voix du maître devient plus grave. Où est la femme maintenant? Chez elle. Elle veut des explications. Elle commence à parler trop. Le grand maître soupire comme un lion prêt à attaquer. Tu as été négligent. Très négligent. Une grossesse dans notre travail, ce n'est pas acceptable. Un enfant né de ton extraction devient un pont. Un lien entre nos énergies et le monde extérieur. Un bébé comme ça, peut attirer ce qu'on veut éviter. Le séducteur avale difficilement sa salive. Qu'est-ce qu'on fait? Le grand maître répond sans hésiter. On doit gérer le problème avant que l'énergie du bébé ne déborde. Le séducteur comprend. Gérer, dans le langage de la loge, signifiait faire disparaître, ou au minimum, faire taire. Il ferme les yeux. Il ne voulait pas qu'on touche à la femme. Encore moins au bébé. Mais dans la loge, vouloir ne sert à rien. Le pouvoir décide pour toi. Pendant ce temps, la femme enceinte était chez elle. Elle avait rangé le test, les papiers médicaux, mais son ventre tremblait légèrement. Pas de douleur. Mais quelque chose qui n'était pas normal. Elle se souvenait de la phrase du médecin. Le bébé capte une énergie, qui ne devrait pas être là. Elle tremble. Elle prend son téléphone. Elle écrit un message à sa meilleure amie. Depuis cette nuit-là, j'ai l'impression que quelqu'un vit dans mon corps. Elle efface. Réécrit. Je crois que le père a un secret. Un truc qui peut me tuer, moi et le bébé. Elle hésite. N'en voit pas. Son instinct lui hurle deux choses. Fuir. Et se protéger. Mais elle ne sait ni où aller, ni contre quoi elle doit se protéger. Elle touche son ventre doucement. Le bébé bouge. Un mouvement étrange, comme une pulsation. Elle murmure. Mon enfant, qu'est-ce qu'on t'a fait? Et pendant qu'elle parle toute seule dans l'obscurité. Le grand maître, lui, prépare déjà la réunion qui scellera le destin de cette femme. Et de toute la loge. Depuis l'affaire de la grossesse, l'ambiance dans la loge avait changé. La salle secrète où les membres se réunissaient d'habitude n'avait plus la même chaleur. Elle sentait la méfiance, la panique, la discorde. Le grand maître convoque tout le monde un soir. La dame dorée, le séducteur, les femmes noires, le couple. Tous s'asseyent en cercle. Personne ne parle au début. Ils se regardent comme des ennemis déguisés en frères. Le grand maître brise le silence. Il y a un problème dans notre rang. Un problème qui peut tous nous détruire. Les regards se croisent. Quelqu'un murmure. C'est encore les jaloux dehors. Le maître claque des doigts. Silence immédiat. Non. Le danger vit de nous. Pas de dehors. Le séducteur baisse les yeux. Il sait qu'il est l'origine du chaos. Le maître pointe son regard vers lui. Tu as brisé une règle. Une règle essentielle. La dame dorée le regarde avec dégoût. Tu as laissé une femme tomber enceinte? Tu sais ce que ça signifie. Les femmes noires chuchotent entre elles. Il va nous faire tomber. C'est sûr. Le séducteur ouvre la bouche. Je ne voulais pas. C'était pas prévu. Elle était fragile, j'ai mal calculé. La dame dorée explose. Mal calculé? On n'est pas dans un jeu ici.
Tu as créé un pont énergétique entre dehors et la loge. Un bébé de ton énergie? Tu imagines ce que ça peut casser? Le maître tapote son anneau contre la table. Très lentement. Très calmement. C'est mauvais signe. Ce bébé peut attirer des forces qui nous échappent. Il peut nous exposer. Il peut détruire notre structure. Et toi, tu as laissé ça arriver. Le séducteur tremble. Je peux réparer. Je vous jure, je peux arranger ça. Le maître rit, doucement, froidement. Les dégâts sont déjà faits. Le mal circule. Les rumeurs augmentent. Les familles parlent. Les victimes parlent. Et maintenant, une femme enceinte de ton énergie instable? Le filet se resserre. Une des femmes noires prend la parole pour la première fois. Ce n'est pas seulement sa faute. On sent toutes que quelque chose ne circule plus normalement. Nos prélèvements sont faibles. Les victimes ne donnent plus assez. L'air est lourd. Le couple, eux, se regardent bizarrement. Comme s'ils partagent un secret que personne ne sait. La dame dorée hausse la voix. Il faut trancher. On doit éliminer le problème. C'est la règle. Le séducteur recule. Non. Pas elle. C'est une innocente. Et l'enfant. Le grand maître lève la main. Fin de la discussion. Nous allons agir. Avant que tout ne s'écroule. Une grossesse instable est un danger. Ce bébé n'arrivera pas à terme. Le séducteur devient blanc. Non, non, pitié. Le maître le fixe avec un calme glaçant. Tu as créé le problème, tu vas nous aider à l'éteindre. Une tension électrique traverse la pièce. La loge n'est plus unie. On sent la peur. On sent la haine. On sent l'effondrement venir. Et au fond de la salle, le mari du couple observe sa femme. Il ne sait pas encore que sa plus grande douleur est encore à venir. La réunion venait à peine de se terminer que l'ambiance dans la loge était devenue irrespirable. Personne ne faisait confiance à personne. Les regards étaient tranchants comme des couteaux. Chaque membre savait qu'un seul faux pas pouvait signer sa disparition. Le mari du couple, lui, sentait quelque chose de louche depuis des semaines. Sa femme n'était plus la même. Elle sortait tard. Elle recevait des messages la nuit. Elle revenait avec une odeur qu'il ne reconnaissait pas. Et surtout, elle avait cette énergie étrange, trop brillante, trop puissante, comme quelqu'un qui avait été chargé. Un soir, il décide de suivre sa femme discrètement. Il la voit entrer dans un hôtel de luxe. Son cœur se serre. Il veut croire qu'elle est là pour la loge, pour une mission, pour un prélèvement, quelque chose d'officiel. Mais quand il la voit monter dans l'ascenseur, accompagnée du grand maître lui-même, son monde s'écroule. Il ne respire plus. Il ne pense plus. Il ne bouge plus. Juste cette phrase tourne dans sa tête. Mon patron, ma femme, ensemble? Il attend. Très longtemps. Assis sur une chaise du hall, tremblant comme un enfant abandonné. Les minutes deviennent des heures. Puis il les voit redescendre. Sa femme rit. Le grand maître a la main dans son dos. Une proximité, impossible à confondre. Le mari se lève d'un bond. Et c'est ça? C'est ça ce que vous faites derrière mon dos? Sa femme se fige, incapable de parler. Le grand maître, lui, sourit. Un sourire qui n'a rien d'humain. Tu devrais te calmer. Ce n'est pas ce que tu crois. Le mari crie, la voix brisée. Tu couches avec ma femme? Personne dans le hall ne bouge. Juste un silence qui coupe l'air. Le grand maître avance lentement vers lui. Ta femme appartient à la loge. Comme toi. Comme moi. Elle donne son énergie à qui je veux. Et si elle me donne plus, c'est parce qu'elle en a plus. Cette phrase détruit l'homme. Il recule, les yeux grands ouverts, comme si on venait de lui tirer dans la poitrine. Mais tu me prends ma femme, et tu veux que je me taillise? Le grand maître penche la tête, froid, calculateur. Tu n'es pas en position de poser des questions. Tu n'es qu'un pion.
Elle est utile. Toi, beaucoup moins. La femme tente d'approcher. Chérie, calme-toi. Il recule encore, blessé. Ne m'appelle plus comme ça. Tu m'as trahi. Tu m'as vendu. Le grand maître claque des doigts. 2 membres de sécurité sortent de l'ombre. Ils saisissent le mari par les bras. Emmenez-le. Il commence à parler trop. La femme panique. Non. Non, s'il vous plaît. Le maître lui attrape le menton. Tu m'appartiens maintenant. Oublie-le. Elle ferme les yeux. Une larme coule. Elle sait qu'elle est prisonnière. Elle sait qu'elle a trahi l'homme qu'il aimait. Et lui, pendant qu'on le traîne au dehors, hurle encore. Et c'est fini. Je vais vous détruire. Je vais tout dire. Et cette phrase va devenir la dernière goutte qui fera exploser toute la loge. Depuis le scandale de l'hôtel, la loge n'était plus une loge. C'était une bombe à retardement. Chaque membre regardait l'autre avec suspicion. Personne ne parlait normalement. Personne ne riait. Même l'air dans leur réunion semblait lourd. Le mari du couple avait disparu mystérieusement. On disait qu'il avait voyagé. Mais tout le monde savait que dans cette loge, voyager voulait souvent dire enterré vivant quelque part, métaphoriquement ou pas. Mais ce que la loge n'avait pas prévu, c'est que la ville, elle, ressentait aussi quelque chose d'étrange. Les victimes commençaient à récupérer légèrement leur énergie. Pas complètement. Juste assez pour commencer à se réveiller, à poser des questions, à parler entre elles. Le chaos intérieur de la loge se reflétait dehors. Le grand maître a donc ordonné une dernière mission. Un grand prélèvement collectif, le plus gros jamais organisé. Une collecte massive d'énergie. Une soirée entière où la Dame Dorée devait distribuer de l'argent dans un marché bondé. Où les femmes noires devaient attirer des hommes dans une fête privée. Où le séducteur devait prendre encore 2 femmes fragiles pour rebooster la loge. C'était censé être le coup qui allait stabiliser leur puissance. Mais tout allait dérailler. Cette nuit-là, tout commence correctement. La Dame Dorée arrive au marché, flamboyante, parfum puissant, sourire large. Elle crie comme d'habitude. Remplissez vos paniers, je paye pour tout le monde. Les gens sautent, courent, prient, filment. L'énergie monte dans l'air comme une bouffée de chaleur. Les femmes noires enchaînent dans leur côté. Coiffure parfaite, rire doux, charme réglé au millimètre. Elles attirent les hommes comme des papillons autour d'une lampe. Le séducteur, lui, a repéré une femme brisée, triste, vulnérable. La cible idéale. Il s'approche avec son sourire calculé. La loge est en plein travail. Tout semble fonctionner. Mais d'un coup, quelque chose change. Une sensation étrange traverse la foule. Un frisson. Une vibration anormale. La Dame Dorée pose sa main sur un panier pour aspirer l'énergie de la cliente. Et au lieu de sentir l'habituelle chaleur monter, elle reçoit une décharge glaciale dans le bras. Elle sursaute. Recule. Et c'est quoi ça? Les femmes noires, de leur côté, commencent à sentir une résistance. Les hommes ne s'ouvrent pas émotionnellement. Au contraire. Ils semblent absorbés ailleurs, comme si leurs énergies se refermaient d'elles-mêmes. Le séducteur aussi ressent quelque chose. Il pose la main sur la femme qu'il drague. Et il reçoit un choc violent, comme si on lui arrachait quelque chose. Il recule brusquement. La femme le regarde dans les yeux. Et là, il voit une lumière étrange dans son regard. Une lueur spirituelle. Une force. Elle n'était pas une victime. Pas ce soir. Elle murmure doucement. Tu pensais prendre chez moi, mais c'est toi qui vas perdre. Son cœur se serre. Il recule encore. La loge comprend trop tard. Quelque chose retourne l'énergie contre eux. Quelque chose de puissant. Quelqu'un. Et l'effondrement commence. Ce soir-là, tout bascule d'un seul coup. La loge avait toujours été du côté du pouvoir, du contrôle, de la capture. Mais pour la première fois depuis sa création, elle ne comprenait plus ce qui se passait.
Au marché, la dame dorée recule encore, la main brûlante. Une vieille femme la regarde droit dans les yeux, sans sourire, sans peur. Tu as assez pris. Ce soir, tu vas rendre. La dame dorée sent son cœur bondir. Cette vieille femme, ce n'était pas une victime. On aurait dit une gardienne. Une force silencieuse. Autour d'elle, l'énergie du marché devient froide, lourde. Comme si l'air lui-même refusait de se laisser voler. La dame dorée tente d'aspirer encore. Mais cette fois, c'est elle qui perd la force. Elle pose une main sur la table, souffle difficilement. Non, pas ça. Elle commence à perdre l'équilibre. Son corps devient faible, ses jambes tremblent. Le public la regarde tomber à genoux. Et Maman dorée va bien? Personne ne sait que ce n'est pas un malaise. C'est un retour d'énergie, violent, brutal. La punition parfaite. Pendant ce temps, dans la fête privée, les femmes noires paniquent. Elles essaient de charmer, de capturer, de séduire comme d'habitude. Mais rien ne marche. Les hommes qu'elles ciblent se retournent contre elles avec une froideur étrange. Pas de colère. Juste, une conscience. Un des hommes dit. Vous ne prendrez plus rien ici. Et lorsqu'elle tente de toucher son énergie, elle se sent tirée vers le bas, vidée, écrasée. Elles reculent toutes. Elles sentent leur propre batterie se vider. Comme si des mains invisibles les vidaient à leur tour. Elles réalisent, horrifiées. L'énergie qu'elles volaient depuis des années est en train de revenir. D'un coup. En masse. Sans contrôle. Elles se mettent à hurler. À l'autre bout de la ville, le séducteur vit la scène la plus violente. La femme fragile qu'il croyait pouvoir manipuler se redresse. Elle pose une main sur son ventre, oui, elle était enceinte aussi. Mais pas de lui. D'un homme normal, un homme propre, un homme spirituel. Et elle dit. Tu avais pris à beaucoup. Mais ce soir, tu rends tout. Le séducteur reçoit un choc si violent qu'il tombe contre le mur. Il sent ses forces partir. Une douleur dans sa poitrine. Son souffle qui se coupe. Il comprend enfin. Cette femme-là était protégée. Une prière. Une bénédiction. Une force invisible. Quelque chose qui annule les ténèbres. Et lui, il n'a jamais été préparé pour ça. Il tombe à genoux. Il pose les mains au sol. Il manque de vomir tellement ça tourne dans sa tête. Il perd ce qu'il avait volé pendant des années. Tout revient à ses victimes d'un seul coup. Il pleure. Il tremble. Il sait que c'est la fin. Dans la salle secrète de la loge, le grand maître, lui, ressent tout d'un coup. Il suffoque. Il regarde ses objets rituels vibrer comme s'ils étaient en train d'exploser. Il hurle. Qui a ouvert la porte? Qui? Les lumières s'éteignent. Le sol vibre. Toutes les énergies qu'il a accumulées pendant des années reviennent d'un seul coup. Il tombe en arrière. Son corps convulse. Sa bouche tremble. La femme du couple court vers lui. Chef. Chef. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive juste à murmurer. Le retour, le retour. Puis tout s'effondre. La loge entière. Ses membres. Leur pouvoir. Leur secret. Leur force. Fini. Le lendemain matin, la ville était silencieuse. Pas le silence normal. Un silence bizarre, lourd, comme si quelque chose avait été retiré de l'air pendant la nuit. Les membres de la loge se réveillent un par un. Et chacun réalise la même horreur. Ils ont tout perdu. La dame dorée ouvre les yeux dans son grand lit en marbre. Mais elle n'a plus la force de se lever. Son corps est vidé, ses mains tremblent, ses yeux sont creux. Elle tente d'attraper son parfum. Mais même ça lui glisse des doigts. Elle se regarde dans le miroir. Ce qu'elle voit la paralyse. Elle n'est plus dorée. Elle est grise. Comme une ombre d'elle-même. Elle pleure. Pas parce qu'elle souffre. Parce qu'elle sait. Tout ce qu'elle a pris est retourné à ses victimes.
Le séducteur, lui, n'a même pas réussi à rentrer chez lui. Il est retrouvé au petit matin sur le sol derrière un bar, effondré, tremblant, incapable de marcher. Sa beauté, son énergie, son charme. Tout est parti. Un homme qui passait dit tranquillement. Là, le karma a attrapé ton adresse, hein. Il ne répond pas. Il n'a plus de voix. Il n'a plus rien. Les femmes noires ont vécu pire. Certaines se réveillent en hurlant. D'autres en sueur froide. Certaines tombent dans les pommes en essayant de se lever. La moitié d'entre elles perdent l'équilibre. Leur énergie revient, mais pas dans leur corps, dans leur victime. Elles deviennent normales. Sans pouvoir. Sans lumière. Sans aura. Pour la première fois. Elles sont celles qu'on peut tromper, manipuler, affaiblir. Elles goûtent leur propre poison. Au centre de tout ça, le grand maître. Lui, on le retrouve dans la salle rituelle, étendu sur le sol, les yeux ouverts, la bouche sèche. Il respire encore. Mais c'est une respiration faible, comme un moteur cassé. Sur sa table, les objets d'énergie sont tous fissurés. Leur lumière a disparu. Il murmure, à peine audible. On m'a tout repris, tout. La femme du couple est à côté de lui. Elle n'a plus rien non plus. Son arrogance a disparu. Elle ressemble à quelqu'un qui vient de sortir d'une tombe. Et le mari ? Personne ne sait où il est. Certains disent qu'il s'est enfui. D'autres disent qu'il a été protégé par une force spirituelle plus grande que la loge. Mais une chose est sûre. C'est sa douleur qui a déclenché le retour karmique. C'est sa trahison qui a ouvert la brèche. C'est son cri dans l'hôtel qui a cassé le système. Dans la ville, les victimes se sentent soudain mieux. Légères. Vivantes. Comme si un brouillard avait quitté leur tête. La femme enceinte, celle du séducteur, se réveille en douceur. Elle pose sa main sur son ventre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sent une énergie stable, propre, chaude. Le médecin, plus tard, dira. C'est un miracle. Le bébé est normal maintenant. Tout est reparti. Elle sourit. Elle remercie Dieu. Elle remercie la vie. Elle remercie l'inconnu qui les a protégés. Et la loge ? Elle n'existe plus. Ses membres sont brisés. Leur pouvoir est mort. Leurs secrets sont tombés avec eux. Il n'y aura ni arrestation, ni procès, ni bruit. Juste une vérité simple. Quand tu prends la lumière de trop de personnes, un jour, la lumière revient te chercher. Et ce jour-là, personne ne peut se cacher.